Septembre 1999. Sur la petite île d'Asie du sud-est de Timor, les demandes d'indépendance de l'Indonésie, qui avaient régné sur la population là-bas depuis son annexion en 1976, avaient augmenté à tel point qu'elles ont déclenché une violence ouverte entre ceux qui souhaitaient rester indonésiens et ceux qui voulaient que l'île prenne le contrôle de son propre avenir. Cela a forcé les Nations Unies à intervenir, créant une force de maintien de la paix principalement dirigée par les forces de défense australiennes pour intervenir et garantir un référendum ouvert et équitable sur l'indépendance. Pour aider à cette tâche difficile, le gouvernement australien s'est tourné vers ses deux alliés les plus longs et les plus naturels, à savoir la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, pour obtenir de l'aide. Surnommée la Force internationale pour le Timor oriental ou Interfet, elle comprenait un détachement d'opérations spéciales qui est arrivé sur le théâtre à bord d'un transport Hercule C-130 de la Royal Australian Air Force en volant depuis Darwin, Australie. Descendant de l'avion, dans leur Land Rover Defender spécialement modifié, le petit contingent britannique d'environ 22 soldats a été brièvement capturé sur caméra par une équipe de nouvelles. Pour la population civile britannique, à la maison, c'était l'un des premiers vrais aperçus qu'ils avaient eu de ce qui est sans doute l'unité des forces spéciales la plus secrète de leur pays, le Special Boat Squadron ou Special Boat Squadron. Alors que le Special Air Service était un nom connu grâce à leurs exploits, plutôt médiatisés pendant les guerres des Malouines et du Golfe, et leur action antiterroriste en Irlande du Nord, et lors du siège de l'ambassade iranienne à Londres, le Special Boat Squadron orienté maritime était resté largement sous le radar du grand public. Et pourtant, leur propre histoire et leurs exploits se sont avérés tout aussi extraordinaires que ceux de leurs homologues aéroportés, alors qu'ils manœuvraient dans le monde souvent trouble des opérations secrètes. Dans cet épisode, nous allons examiner les origines souvent négligées du Special Boat Squadron et jeter un peu de lumière sur ce groupe des plus obscurs. Bienvenue sur Wars of the World 1945. Comme une grande partie de la doctrine militaire moderne, les origines du Special Boat Squadron remontent à la Seconde Guerre mondiale. À l'été 1940, moins d'un an après le début de la guerre, la Grande-Bretagne restait le seul principal combattant face à la soif de conquête d'Adolf Hitler, suite à la chute de la Pologne, de la France et de la majeure partie de l'Europe occidentale. La guerre avait lourdement affecté l'armée britannique, et malgré toute sa fanfaronnade dans ses discours, le Premier ministre Winston Churchill savait que même avec l'aide des troupes de l'Empire britannique et du Commonwealth, l'idée de retourner en Europe pour repousser Hitler était, pour l'instant du moins, conventionnellement impensable. Mais n'étant pas du genre à vivre strictement selon les règles, Churchill a donc ouvert son gouvernement à des suggestions pour des méthodes moins orthodoxes de poursuite de la guerre. Il a créé le Special Operations Executive, ou Special Operations Executive, un réseau d'espions et de saboteurs pour opérer derrière les lignes allemandes, et comme il l'a dit, pour mettre l'Europe à feu et à sang. Il a également créé les commandos, une force de raid robuste et percutante qui débarquerait sur la côte de l'Europe occupée pour créer autant d'enfer que possible, puis se retirerait avant que les forces allemandes ne puissent riposter pleinement. Dans ce contexte de pensée hors des sentiers battus militaires, est entré un ancien employé de banque de Leeds, connu sous le nom de Roger Courtney. Lassé de la bureaucratie d'être un simple employé, Courtney a quitté Leeds pour chercher l'aventure en Afrique en tant que chasseur, écrivant sur ses expériences, qui ont ensuite été publiées en 1934. Son goût pour l'aventure n'avait d'égal que son humour excentrique. Lors d'un retour en Grande-Bretagne, il a été impliqué dans un canular très médiatisé au Loch Ness, où il a utilisé le pied d'un hippopotame qu'il avait tué en Afrique pour convaincre les locaux que les empreintes qu'il avait faites avec le long du rivage étaient celles du monstre légendaire censé y résider. L'événement a créé une sensation parmi les locaux, attirant rapidement l'attention de la presse nationale avant que la vérité ne soit dévoilée. Après un bref voyage en Palestine britannique, où il a servi comme officier de police juste à temps pour combattre la révolte arabe, il a décidé que son cœur était toujours en Afrique et il est donc retourné à sa chasse au gros gibier. Mais en apprenant le début de la guerre, il est retourné en Angleterre pour s'engager dans l'armée. Il a été nommé officier au sein du King's Royal Rifle Corps, mais a rapidement été séduit par l'idée de devenir l'un des nouveaux commandos.
À ce stade préliminaire, les exigences pour être un commando étaient encore en cours de formulation. Courtney a suggéré à ses supérieurs d'utiliser des kayaks pliables pour surprendre l'ennemi, une idée inspirée de son expérience de chasse en Afrique. Courtney a affirmé que les canoës étaient très discrets et secrets. Il prévoyait que de petites unités approcheraient une côte ennemie la nuit sans être repérées pour effectuer des reconnaissances ou des sabotages et s'échapper discrètement. Il était clair pour tous que Courtney pensait avoir trouvé quelque chose, mais malgré son enthousiasme, il n'a pas réussi à convaincre ses supérieurs de tester son concept. Il doutait que les kayaks puissent s'approcher des ennemis sans être repérés. Et une fois détectés, les mitrailleuses ennemies décimeraient les pagailleurs car les embarcations n'offraient aucune protection. Pas du genre à se laisser décourager, mais sachant que ses paroles tomberaient dans l'oreille d'un sourd, il décida de donner à ses supérieurs une démonstration qu'il ne pourrait ignorer, même si cette démonstration était donnée sans permission. En apprenant que le navire de débarquement d'infanterie Her Majesty's Ship Glenguill était ancré dans l'estuaire de Clyde, il décida de l'attaquer, pour ainsi dire. Il faut maintenant se rappeler que non seulement l'équipage à bord, ou en effet n'importe qui d'ailleurs, n'était pas au courant de ses intentions, mais c'était en temps de guerre et le navire avait à bord des gardes armés, qui n'auraient là pas perdu de temps à tirer sur un intrus, le prenant pour un agent allemand. Pourtant, malgré cela, Courtney a réussi à approcher et à monter à bord du navire sans être détecté en grimpant sur la chaîne de l'ancre, après quoi il a volé la couverture de l'un des canons de pont avant de retourner à son kayak et de s'éclipser. Courtney, trempé jusqu'aux os, a fait une entrée dramatique lors d'une réunion d'officiers de la Royal Navy dans un hôtel voisin leur présentant la couverture du canon. Il leur a ensuite rappelé que si le Glengale avait été un navire allemand, il aurait pu y poser une bombe et le couler entièrement seul, armé seulement de son kayak. Malgré son succès, les officiers gênés lui ont demandé de répéter l'exploit, croyant qu'il n'y arriverait pas une seconde fois. Il se trompait, et plus personne ne doutait du concept de Courtney. Promu capitaine de l'armée, il a reçu l'autorisation de constituer une unité de 12 hommes pour développer davantage le concept pour une utilisation opérationnelle, initialement surnommée la section Fullboat, en référence aux kayaks pliables qu'ils utilisaient, mais elle serait plus tard rebaptisée la No. 1 Special Boat Section, ou plus communément connue sous le nom de Special Boat Squadron. Les démonstrations atypiques de Courtney avaient prouvé la viabilité du concept et la première force du Special Boat Squadron naîtrait dans des circonstances tout aussi singulières. À l'époque, le concept de raid des forces spéciales était encore en développement. Même les commandos, dont les membres potentiels étaient formés sur l'île d'Arin à travers une série d'exercices physiques vraiment éprouvants, improvisaient en grande partie au fur et à mesure, ce qui signifiait que l'uniformité opérationnelle entre les différentes unités faisait souvent défaut. Étant lié au concept de commando, Courtney s'est retrouvé à voyager vers Harran, où il s'est vu présenter un groupe de rejet du corps des commandos, surnommé 8e troupe. Bien qu'ils soient des échecs, ils étaient en fait très motivés, physiquement robustes et en colère contre leur renvoi, qu'ils croyaient davantage dû à un mauvais leadership de leurs officiers qu'à leur manque de capacité. De ce groupe, 7 sont allés former l'embryon de la première unité, Special Boat Squadron. D'autres ont été trouvés par le bouche à oreille, la réputation ou même par des membres qui parlaient à des gens dans le pub, sachant qu'ils pouvaient impressionner Courtney. Ayant trouvé ces 12 recrues, Courtney s'est mis à les transformer en une unité de force spéciale. Tout aussi instrumental dans ce processus que Courtney lui-même était son second, le lieutenant Robert Wilson, connu sous le nom de Tug par ses camarades. Survivant de Dunkerque et ancien membre de l'artillerie royale, sa légère stature et son charme dissimulaient un individu dur, résilient et ingénieux qui croyait au concept de Courtney et était tout aussi impatient de le prouver. Le régime d'entraînement que les deux hommes ont imposé à eux-mêmes et à leurs hommes était brutal, implacable et souvent créatif. Un exercice extrême a duré 3 jours et 3 nuits et les a impliqués à pagayer plus de 85 miles à travers le Firth of Clyde en Écosse, où ils ont effectué un débarquement à Greenwich Point. Le lendemain, ils ont pagayé 20 miles jusqu'à l'île of Carrara via le Sound of Scarborough. Après avoir croqué la base d'hydravion locale pour affiner leurs compétences de reconnaissance, ils ont pagayé les 140 miles du retour, une distance suffisante pour se briser les bras dans leur petit canoë. Courtney a également soumis ses hommes à un cours de survie approfondi pour leur permettre de vivre de la terre s'ils étaient coupés de leurs approvisionnements derrière les lignes ennemies.
À cette fin, il a engagé un expert plutôt excentrique pour leur enseigner de telles compétences, nommé Jim Branson, l'arrière-grand-oncle du futur entrepreneur Sir Richard Branson. Malgré son âge avancé, Jim Branson avait parcouru plus de 500 miles à vélo en une semaine pour rencontrer Courtney et ses hommes et partager ses connaissances, impressionnant le père du Special Boat Squadron. Cependant, selon le récit de Courtney de ce chapitre de l'histoire, ses troupes n'étaient de guère enchantées par la cuisine forestière de Branson, mais ont admis que ses recettes étaient au moins rassasiantes pour un groupe de soldats des forces spéciales qui avaient été privés de rations normales pendant 3 jours pendant l'exercice. Au début de 1941, la Grande-Bretagne ayant été sécurisée contre l'invasion allemande, l'attention s'est tournée vers la campagne en Afrique du Nord et au Moyen-Orient contre les alliés italiens de Hitler, dirigés par le dictateur fasciste Benito Mussolini. La campagne de Mussolini depuis la Libye, occupée par les Italiens vers l'Égypte britannique en direction du canal de Suez, s'est avérée être un échec embarrassant et il a rapidement été envoyé en retraite avec les forces du Commonwealth britannique à ses trousses. Les forces britanniques se sont maintenant tournées vers la sécurisation de la mer Méditerranée et en particulier l'île stratégiquement vitale de Rhodes qui était encore à l'époque sous administration italienne. S'attendant à une opération amphibie dans un avenir proche, les commandos, y compris les soldats en canoë de Courtney, ont été déployés en Égypte en préparation d'une opération pour prendre Rhodes. C'est pendant cette période que Courtney a rencontré une autre figure importante de l'histoire de la création du Special Boat Squadron, le lieutenant-commandant de la Royal Navy, âgé de 30 ans, Nigel Clogston Wilmot, qui était convaincu que la reconnaissance secrète des plages était vitale pour les opérations amphibies qui étaient encore en cours de conception pour contrecarrer les ambitions de l'Axe en mer Méditerranée et en mer Égée. En théorie, les deux hommes n'auraient pas dû s'accorder. Courtney improvisait souvent pour se sortir d'une situation, réfléchissant sur le vif, tandis que Wilmot planifiait soigneusement en prêtant attention aux détails. Ensemble, leurs attributs individuels se sont avérés être une combinaison gagnante. Alors que les commandants britanniques avaient une image assez claire de la reconnaissance aérienne et interceptaient les communications concernant les routes. Courtney et Wilmot ont milité pour avoir l'autorisation d'approcher en canoë afin d'observer de plus près. En mars 1941, la permission a finalement été accordée et les deux hommes se sont retrouvés à l'étroit dans les confins exigus du sous-marin Her Majesty's Ship Triumph. Jusqu'à seulement 2 miles de l'île et sous un ciel sans lune, le sous-marin a fait surface et après avoir assemblé leur canoë, ils se sont lancés dans leur première mission. Les deux hommes ont passé les 4 nuits suivantes à pagayer jusqu'à la terre, menant leurs audacieuses missions de reconnaissance de potentielles zones de débarquement de nuit. La 3e nuit a failli se terminer en désastre pour Courtney, qui, après avoir été déposé par Wilmot, a souffert d'une crampe paralysante en nageant dans les mers agitées jusqu'à la plage. Ses efforts pour surmonter la douleur alors qu'il se tordait et se balançait sur la plage ont attiré l'attention d'un chien à proximité qui a aboyé fort et révélé sa présence, bien qu'il ait pu s'échapper sans être tué ou capturé par une patrouille ennemie. Et puis finalement, sa torche a échoué, qu'il devait utiliser pour signaler à Wilmot dans le canoë, bien que la persévérance du canoïste pour récupérer son camarade signifiait qu'il l'a finalement trouvé avant de retourner au Her Majesty's Ship Triumph. Leur mission a été un succès retentissant, les deux hommes rapportant une mine de renseignements sur l'ennemi qui pourrait entrer dans les plans pour un débarquement amphibie par les commandos. Les deux hommes ont été décorés pour leur courage et leur dévouement, Courtney recevant la croix militaire, tandis que Wilmot recevait l'ordre du service distingué et d'une promotion. Cela a surtout prouvé la valeur du concept Special Boat Squadron, mais malheureusement pour les deux hommes impliqués, c'était une victoire quelque peu creuse. Avec la Wehrmacht d'Hitler déferlant à travers la Grèce, l'attention s'est déplacée de Rhodes à la Crète, tandis qu'en même temps, le maréchal de camp allemand Erwin Rommel avait jeté son dévolu sur le désert et son Afrika Korps avait inversé les fortunes britanniques. Dans les mois qui ont suivi, la force commando dans son ensemble, opérant autour de la Méditerranée et de l'Égée, a subi des pertes effroyables, en partie à cause de la supériorité de l'ennemi et en partie à cause d'une mauvaise gestion générale de leur utilisation appropriée. L'équipe de Courtney, une unité orpheline, avait été épargnée au début de 1941, mais ils étaient impatients de s'impliquer, surtout Tug Wilson. Il a été décidé qu'il devrait être autorisé à s'attaquer à l'ennemi.
Associé à Wally Hughes des Royal Marines, qui était décrit comme un homme de peu de mots, mais aussi dur qu'il vienne, les 2 troupes du Special Boat Squadron ont été transportées jusqu'à la côte italienne en mai 1941 avec l'intention d'attacher des mines Limpet aux navires ennemis. Cependant, cette opération a été annulée à regret en raison du mauvais temps. Puis en juin, ils ont rejoint l'équipage du Her Majesty's Ship Urge qui avait été chargé de patrouiller la partie sud de la péninsule italienne. Les 2 hommes du Special Boat Squadron n'avaient pas de cible définie. Ils devaient plutôt se faufiler à terre dès que possible et essentiellement trouver quelque chose à faire exploser. Dans la nuit du 22e, Wilson a regardé à travers le périscope de l'Urge en direction de la Sicile et a remarqué un tunnel ferroviaire qu'il a jugé d'une importance vitale pour la massive garnison de troupes de l'Axe qui y était stationnée. Il a alors décidé que lui et Hughes allaient le faire exploser. Après avoir préparé leur canoë et chargé leur équipement, les 2 hommes ont entamé leur périple malgré une météo défavorable. Plutôt que des patrouilles allemandes, leur plus grande menace venait des pêcheurs siciliens qui passaient dans la région, les 2 hommes du Special Boat Squadron se rapprochant si près d'au moins un bateau qu'ils pouvaient entendre les hommes à bord parler. Pourtant, leur minuscule embarcation, presque silencieuse, est restée indétectée dans l'obscurité. Ils ont dissimulé leur canoë puis se sont dirigés vers le tunnel avant de placer des explosifs entre les traverses de chemin de fer qui seraient finalement déclenchés lorsqu'un train passerait dessus, créant un maximum de dégâts. Leur voyage de retour vers le Her Majesty's Ship Urge a été compliqué par une pleine lune qui perçait les nuages et menaçait de les éclairer. Mais une fois de plus, les 2 hommes ont réussi à éviter la détection en pagayant discrètement vers le large pour rejoindre le sous-marin. À leur grand soulagement, l'Urge est rapidement réapparu, brisant les vagues, et a commencé à les récupérer, eux et leur canoë pliable. Pourtant, aucune explosion n'avait encore résonné dans l'air. Se sentant en échec dans leur mission, ils commencèrent à remonter dans les entrailles du sous-marin lorsque le capitaine les rappela et tendit à Wilson une paire de jumelles. Wilson regarda un train avancer le long de la voie ferrée en direction du tunnel avant que l'horizon ne s'illumine d'un éclair rouge indiquant la détonation. Le lendemain, Urge a effectué une reconnaissance submergée du site avec son périscope. Cela a permis à Wilson et Hughes de voir le carnage qu'ils avaient créé. En quelques semaines, on leur a demandé de répéter l'effort et ensemble ils ont instauré un règne de terreur à 2 hommes, bien que secret, contre diverses cibles italiennes pour le reste de 1941. En même temps, le Special Boat Squadron a acquis une autre mission, insérant et récupérant des agents derrière les lignes ennemies, en particulier dans les Balkans occupés par les Allemands. Pendant ce temps, les armées de l'Axe avaient pris conscience qu'elles étaient attaquées par une nouvelle force spéciale clandestine, et elles ont consacré un temps précieux et des efforts pour essayer de les contrer. Cependant, ils ne pouvaient pas bloquer toute la côte européenne, et là où il y avait une faiblesse, le Special Boat Squadron l'exploiterait. Le concept de Courtney était un grand succès, mais malheureusement, en décembre 1941, sa santé s'est détériorée, l'obligeant à rentrer en Grande-Bretagne pour un poste administratif. Ce travail comprenait la création d'une 2e unité Special Boat Squadron, En 1942, les unités Special Boat Squadron étaient devenues une unité de force spéciale complexe et capable, dont les exploits audacieux étaient parmi les plus dangereux de la guerre, avec la mort ou la capture qui semblait toujours imminente. La preuve en est devenue en septembre 1942, lorsque la chance de Tug Wilson a finalement tourné et qu'il a été capturé en Italie, c'était l'une des rares fois où il opérait sans Hughes. Durant sa captivité comme prisonnier de guerre, il s'est échappé 2 fois, mais a été recapturé et détenu dans un camp à Braunschweig, en Allemagne, jusqu'à la fin du conflit. La perte de Tug à Douchar a été un coup dur, mais la guerre du Special Boat Squadron a continué. Et avec l'arrivée imminente des troupes américaines en Afrique du Nord, les planificateurs ont reporté leur attention sur Rhodes. L'île avait à ce moment-là 2 pistes d'atterrissage, d'où les bombardiers de l'Axe représentaient une menace très réelle pour la navigation alliée dans la région. Un plan a donc été conçu pour que le Special Boat Squadron lance une attaque contre eux en utilisant des tactiques similaires à celles de leurs camarades du Special Air Service dans le désert et qu'ils avaient déjà utilisées contre la base allemande en Crète. Baptisé Opération Anglo, le plan prévoyait que 8 membres du Numbia,
un Special Boat Squadron, plus de guides grecs et 2 interprètes pour naviguer depuis Beyrouth à bord du Her Majesty's Ship Traveler et du sous-marin grec Papanikolis le 31 août vers une plage près du cap Veralco sur la côte est de Rhodes, d'où les 2 aérodromes cibles de Kalatos et Maritsa se trouvaient respectivement à 8 et 15 miles. Les assaillants ont réussi à débarquer puis se sont divisés en 2 équipes pour se diriger vers leur cible. Le groupe d'assaut de Kalatos, sous le commandement du lieutenant David Sutherland, a atteint un point surplombant l'aérodrome dans la nuit du 11 au 12 septembre, et après avoir noté comment les avions de l'aérodrome étaient dispersés, il a décidé d'une attaque nocturne simultanée à 2 volets. Chaque volet s'est vu attribuer des groupes d'avions sur lesquels il placerait des explosifs. Malgré avoir été repérés par une sentinelle, ils ont réussi à détruire 13 avions au sol, mais malheureusement, Sutherland et le Royal Marine de Gann furent les seuls à pouvoir se replier sur la plage pour leur rendez-vous avec une 2e équipe attaquant Maritsa. Dirigés par le capitaine Richard Alat, les raiders de Maritsa ont eu encore plus de succès, détruisant 20 avions, mais leur tentative d'évasion a été bloquée par les troupes de l'Axe alertées. Au total, à l'exception de Sutherland et de Gann, qui ont réussi à nager jusqu'à leur sous-marin en attente, toute la force de raid a été capturée, l'un des guides grecs ayant été exécuté après un procès grotesque pour trahison. N'étant jamais une grande force, la perte a eu un impact significatif sur le numéro. Un Special Boat Squadron et en conséquence, ils se sont retrouvés absorbés par le Special Air Service tout en continuant leur rôle de débarquement sur les côtes ennemies à bord de leurs canoës pour mener des reconnaissances et semer le chaos. Wilmot, quant à lui, est parti pour former les Similar Combined Operations Pilot Parties ou le Combined Operations Pilot Parties pour entreprendre une reconnaissance de plage secrète, ce qui s'est avéré vital pour le succès de nombreuses invasions alliées par la mer. De même, les Royal Marines ont formé le Boom Patrol Detachment, dont l'exploit le plus célèbre a été l'opération Frankton, où 6 kayaks pliants ont été utilisés pour lancer un raid réussi contre la marine allemande à Bordeaux dans la France occupée. Ces hommes étant à jamais rappelés comme les héros de Cockleshell. Pendant ce temps, le No. 2 Special Boat Squadron a soutenu les débarquements américains de l'opération Torch en Afrique du Nord avant de faire partie du Small Operations Group du commandement de l'Asie du Sud-Est, opérant contre les forces japonaises sur les rivières Chindwin et Irrawaddy et dans l'Arakan pendant la campagne de Birmanie. Après la défaite des puissances de l'Axe, en 1945, la Grande-Bretagne a entamé sa démobilisation, incluant la dissolution du Special Boat Squadron. Cependant, leurs compétences ont été conservées grâce à la création de l'école des sections de plage et de bateaux des opérations combinées, ou sections de plage et de bateaux des opérations combinées à Framington dans le Devon. Cela a mené à la création des sections spéciales de bateaux des Royal Marines, reprenant les rôles du Special Boat Squadron de guerre, du détachement de patrouille de boom des Royal Marines, du CEOPS de Wilmot et d'autres unités spéciales similaires basées sur les bateaux. Tragiquement, Courtney ne verrait pas le nouveau Special Boat Squadron. Il est décédé le 15 février 1946 de pneumonie à Hargeisa, Somaliland, âgé de seulement 46 ans. Le nouveau Special Boat Squadron des Royal Marines a rapidement été mis en action en Palestine lors de la naissance d'Israël, puis lors de la guerre de Corée. Au fil du temps, comme le Special Air Service, leurs rôles ont évolué pour inclure des missions de sécurité et de contre-terrorisme, la protection des plateformes pétrolières de la mer du Nord, des avant-postes maritimes britanniques à l'étranger, la lutte contre le terrorisme républicain irlandais et dans une opération inhabituelle, naviguant sur le QE2, se faisant passer pour des touristes pour protéger les Israéliens rentrant chez eux après le massacre des JO de Munich en 1972. Le Special Boat Squadron a joué des rôles significatifs à la fois dans la guerre des Malouines de 1982 contre l'Argentine et dans la guerre du Golfe de 1991 contre l'Irak, leur désignation changeant en escadron spécial de bateaux en 1987. Ces dernières années, le Special Boat Squadron a inévitablement servi dans le cadre du groupe des forces spéciales du Royaume-Uni en Afghanistan et en Irak, et a été fortement impliqué dans des opérations anti-piraterie autour de la Corne de l'Afrique et des missions de sauvetage d'otages en Libye et au Nigeria. Bien qu'ils ne soient pas aussi célébrés que leurs camarades du Special Air Service dans les actualités, les livres et la fiction, c'est ainsi que le Special Boat Squadron l'aime. Et il reste l'une des unités de force spéciale de niveau 1 les plus mortelles, efficaces, adaptatives et surtout secrètes du monde.